Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que le président français Emmanuel Macron a clôturé sa visite en RDC. Au cours d'une conférence de presse samedi, le président français a appelé les autorités de la RDC à reconnaître que les maux auxquels sont confrontés ce grand pays, dont l'insécurité, incombent avant tout à ses fils et filles et qui doivent y trouver une solution durable au lieu de chercher des coupables ailleurs. Kassim Youssouf nous fait le point. Lors de la conférence de presse animée ce samedi, lors de sa visite en République démocratique du Congo, le président Macron a dit à Félix Tshisekedi que les problèmes auxquels la RDC est actuellement confrontée sont la conséquence de la faiblesse du gouvernement congolais qui n'a pas su arranger les choses depuis 1994. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ça ne pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures. Mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays. C'est une réalité. Nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner. Donc je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribune ici devant vous. Mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je ne peux pas trouver de solution plus intelligente et plus crédible. Le président français a en outre dit aux Congolais qu'il est temps qu'ils comprennent que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont les leurs et qu'il ne faut pas chercher d'autres coupables ailleurs, mais qu'ils doivent leur trouver de solutions durables en partant de leurs racines. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà, oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux, et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Le président Emmanuel Macron a également visité la République du Congo, l'Angola et le Gabon, visite qui s'inscrivait dans le cadre de la promotion d'une nouvelle coopération de la France et l'Afrique. La suite de ce journal, le Rwanda est parmi les membres de la communauté est-africaine à la première position en ce qui concerne l'espérance de vie. Certains Rwandais estiment que si l'espérance de vie est en nette progression et qu'elle est après 70 ans, c'est grâce à la bonne gouvernance qui pourvoit des solutions dans divers domaines. Éclairage avec Kassim Youssouf. Seva Gabo est octogénaire qui adore la lecture et la rédaction des livres. Si l'espérance de vie au Rwanda est en nette progression, il estime que c'est grâce à divers facteurs, dont la bonne gouvernance, qui s'est solidement implantée au Rwanda.
Dans le domaine de la santé, par exemple, beaucoup a été réalisé, notamment une chose qu'on ne trouve que dans les pays développés, à savoir l'assurance maladie. Chaque Rwandais sait que lorsqu'il va à l'hôpital, il trouve des soins à coût faible et le reste est payé par RSSB. L'Institut national des statistiques révèle qu'actuellement l'espérance de vie au Rwanda est de 69,6 années par rapport à 64,5 en 2012. Il est évident que l'espérance de vie a augmenté car en 2002, elle était à 51,2 par rapport à 46,5 en 1978. Le Rwanda est à la première position en ce qui concerne la longévité par rapport aux autres pays de la communauté est-africaine. Les citoyens de différentes catégories sociales admettent que le fait que les services de santé aient été décentralisés et qu'aucune personne ne souffre gravement à la maison, c'est l'un des facteurs de base qui permettent l'accroissement de l'espérance de vie. Lorsqu'une personne est malade, elle se fait soigner. Avec la mutuelle de santé, il n'y a plus de cas critiques de maladie à domicile. Même s'il n'y a pas de secours d'urgence pour arriver à l'hôpital, des auxiliaires de santé sont là. Lorsqu'un enfant est gravement malade pendant la nuit, un auxiliaire de santé intervient pour les soins primaires, ce qui favorise l'espérance de vie. Des experts dans le domaine de la démographie indiquent que pour que l'espérance de vie puisse augmenter, différents éléments sont pris en compte, notamment l'assurance maladie qui permet que tout le monde ait accès aux soins. Il y a également l'aspect socio-économique qu'on ne peut pas ignorer, souligne-t-il, notamment l'hygiène du milieu et le bien-être qui diminue le risque de maladie et par conséquent le risque de décès et ainsi les gens vivent pendant longtemps. Le président de la République, Paul Kagame, indique que la longévité des habitants au Rwanda va en parallèle avec la sécurité dont ils jouissent. Nos citoyens vivent pendant longtemps, jusqu'à environ 69 ans, dont nous parlions, et on désire qu'ils vivent en paix et jouissent de la sécurité. La sécurité dont je parle est celle des biens et des personnes. Le ministère de la Santé indique que si l'espérance de vie a doublé dans presque 30 ans, cela s'explique par les différentes mesures mises en place pour le bien-être social. Au cours des 5 dernières années, 5 millions de personnes souffraient de la malaria, mais sont actuellement environ 800 000. 70% d'elles sont prises en charge par des auxiliaires de santé sans nécessairement se rendre à l'hôpital, ce qui fait que le paludisme a diminué de 81%. La mortalité maternelle a diminué de 80% et la mortalité infantile de 60%. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, est à Doha, au Qatar, où il participe à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Les travaux tenus sous le thème du potentiel à la prospérité ont débuté ce dimanche matin. Cette conférence rassemble des chefs d'État et de gouvernement, des directeurs des agences onusiennes. L'émir du Qatar et président de la 5e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés, Tamim Ben Hamad El Thani, a exhorté à résoudre les difficultés mondiales à la lumière de celles des pays les moins avancés, en particulier l'injustice de l'écart de développement entre ces pays et les pays riches industrialisés. Il a revendiqué que le programme des Doha devait être la feuille de route pour résoudre les problèmes des pays les moins avancés au cours de la prochaine décennie. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, nous sommes très heureux
de vous retrouver encore une fois ici au Centre culturel francophone du Rwanda, à Kigali. Et nous avons le plaisir de recevoir un grand nom de l'écriture du continent africain et du monde. Et il est l'un des écrivains les plus inventifs et admirés sur la scène littéraire francophone africaine. Né en 1990 au Sénégal, il vit en France et publie 4 romans, Terre Sainte, prix Amadou Kourona et Grand Prix du roman Métis. Et puis il y a eu Silence du cœur, prix littéraire Monde, Étonnant voyageur en 2018. Il reçoit le prix Goncourt, l'un des plus prestigieux au monde, en 2021, pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. Il est le premier écrivain subsaharien à recevoir ce prix. Bienvenue à vous, Mohamed Bougar Sarr. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être là tout simplement au Rwanda pour la première fois. On était heureux au Rwanda de suivre cet événement en 2021. C'était en plein Covid. Mais bon, grâce à la télé, on suivait de près cet événement et voir le premier Africain à recevoir le prix Goncourt, c'était pour nous une fierté en tant qu'Africains. Et vous qui étiez au Sénégal ou en France en ce moment-là, comment avez-vous ressenti en recevant ce prix? Alors, c'est un prix que j'ai reçu avec beaucoup d'émotion, évidemment. J'ai tout de suite eu une pensée pour ma famille au Sénégal, mes amis, mes enseignants, en tout cas tous ceux qui m'ont accompagné sur le chemin de l'écriture. Et immédiatement après, j'ai aussi pensé vraiment à tous les jeunes Africains, à tous les Africains de façon plus générale, qui ont un intérêt pour la littérature, même s'il est lointain parfois, mais en tout cas qui peuvent s'identifier, se projeter dans les œuvres qui sont écrites par des écrivains africains, même s'ils ne sont pas de la même nationalité qu'eux, etc. Donc j'étais très heureux de l'avoir et comme je le dis toujours, je partage vraiment ce prix avec toute personne qui pense s'y reconnaître, qui pense y avoir une certaine part symbolique ou qui pense avoir une sorte de solidarité historique avec ce prix-là. Mais je l'ai reçu vraiment avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, d'émotion, mais aussi un peu de peur, parce que c'est un prix qui est très, très prestigieux, très écrasant parfois, et vous savez tout de suite que votre vie est en train de basculer vers une chose un peu inconnue. Et que vous savez que pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez plus avoir le temps d'écrire puisque vous allez voyager un peu partout. Mais c'est aussi une joie de voyager, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là, puisqu'on rencontre de nouveaux lecteurs, de nouveaux pays, et que les échanges sont tout à fait féconds. Mais c'est vrai que ça aussi, le prix Goncourt a toujours un côté tempête, un peu côté tourbillon, qui vous avale et qui vous broie comme dans la lessiveuse d'une machine. Mais au fond, c'est très beau et je suis vraiment heureux que ce prix m'ait aussi mené ici, à Kigali. La plus secrète mémoire des hommes, c'est un livre passionnant. Est-ce que vous pouvez résumer un tout petit peu pour le public rwandais ce livre? L'auteur lui-même, on pense souvent que les auteurs sont les mieux placés pour résumer leurs livres, mais je pense que c'est tout à fait l'inverse. Alors, pour le dire de façon très simple, La plus secrète mémoire des hommes est l'histoire d'une quête littéraire. Cette quête littéraire est menée par un jeune écrivain qui vit à Paris à la fin des années 2010 et qui découvre un jour un livre mythique qui a paru 80 ans avant, en 1938. Ce livre a été écrit par un autre écrivain africain qui, après la publication, a disparu à la suite d'un scandale littéraire. Et donc pendant 80 ans, on n'a plus eu de ces nouvelles. Et ce jeune écrivain, en 2018, se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais le chercher, donc je vais mener une enquête à travers le temps, puisqu'il enquête un peu à rebours pour voir ce qui s'est passé, mais aussi dans l'espace, puisqu'il se déplace à travers plusieurs continents pour essayer d'aller à la rencontre de cette figure un peu mythique qui ressemble à la fois à un fantôme, mais on sait qu'il a vraiment existé. Mais alors pourquoi a-t-il vraiment disparu? Où a-t-il disparu? A-t-il arrêté d'écrire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc le roman raconte un peu cette quête-là qui est faite par le jeune écrivain qui rencontre plusieurs figures
qui ont soit rencontré ce personnage-là mythique de l'écrivain qui a publié en 1938, soit ont cru le rencontrer. Et donc le roman avance un peu par aller et retour entre le présent et le passé. Mais au fond, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui se cherche une voie dans l'écriture et qui trouve dans cet écrivain un peu légendaire une figure qui est à la fois un modèle, un exemple, pour lui indiquer s'il doit ou non s'engager véritablement dans la littérature. Donc pour le dire très simplement, c'est une quête poétique, une enquête historique, une enquête littéraire dans le temps, dans l'espace, entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine. Beaucoup de jeunes au Rwanda ou en Afrique veulent écrire. Ils ont la passion de l'écriture. Ils n'ont pas le courage de se lancer. Vous êtes jeune, vous avez eu la consécration à un âge vraiment assez jeune. Quel message pouvez-vous transmettre à ces jeunes? Derrière leur pupitre, derrière leur petite maison, ils écrivent, mais ils ont encore peur. Je leur dirais que c'est normal d'avoir peur, de ne pas se sentir légitime quand on est jeune et qu'on ne sait pas tellement comment faire pour entrer dans ce monde de l'écriture, de l'édition. Ce que je leur dirais, c'est d'abord d'être patient, de prendre le temps de se former véritablement. C'est-à-dire que l'envie d'écrire est un préalable, le désir d'écrire est tout à fait fondamental, mais il doit se doubler de la formation qui consiste à lire d'abord beaucoup. Il n'y a pas d'école pour l'écriture, c'est-à-dire que personne ne pourra vous apprendre à écrire. Mais ce qu'il y a, ce sont des écrivains qui ont écrit avant vous et qui vous donnent peut-être un certain nombre d'indications pour former votre sensibilité littéraire, savoir ce que vous devez écrire. Et ça prend beaucoup de temps. Avant d'écrire, même si j'ai commencé à publier assez jeune, j'ai passé de longues années à lire, mais vraiment sans autre but que d'accumuler comme ça une culture littéraire, un savoir littéraire et une envie de connaître le maximum d'écrivains possible du monde entier. Et c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes écrivains qui viennent vers moi ou qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour publier. Je leur dis d'abord, avant de publier, lisez. Avant d'écrire, lisez, prenez le temps de vous former. Et ensuite, petit à petit, commencez à tenter votre chance à travers des concours, à travers des revues, à travers l'ouverture d'un blog sur Internet. En tout cas, un espace où vous pouvez vous exprimer et être lu. Autre chose importante, c'est d'avoir aussi des gens de confiance autour de vous. Quand je dis gens de confiance, ce sont des gens qui peuvent vous lire et vous donner un avis le plus objectif possible. Pas pour vous flatter, pour vous dire que tout ce que vous écrivez est génial, est bon et mérite d'être publié, mais des gens qui vous font progresser parce qu'ils ont aussi un regard critique sur ce que vous faites. Donc voilà, c'est ce que je dirais et j'ajouterai pour terminer qu'il faut croire à la littérature. Vraiment, croire que c'est une chose qui existe, croire que c'est une chose qui est importante, qui a une fonction dans la société, qui a une fonction dans l'histoire, et qu'être écrivain, ce n'est pas simplement publier des livres et être hors de la société, se balader un peu partout, innocemment. Ça a aussi un vrai impact. Mais il faut y croire. Il faut croire que ce qu'on fait, que les phrases qu'on écrit ont une valeur pour ceux qui vont les lire et même pour nous-mêmes qui les écrivons. Donc ça a une valeur sociale, mais aussi une valeur existentielle profonde. Et je crois qu'il faut terminer par ça. Au fond, pour tout ce que j'ai dit là pourrait être résumé dans cette formule. Il faut croire en la littérature comme on croit à l'existence des animaux, des arbres, de la terre et des maisons et des amis. Voilà. On vous propose de venir à Kigali, au Rwanda, un pays que vous ne connaissiez pas, et vous dites oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette destination au Rwanda? Eh bien, c'est d'abord le fait que je ne connaissais pas en effet le pays, donc c'est par pure curiosité d'abord. Ensuite, l'invitation m'a été faite par des amis, des écrivains que je connais, des artistes que je connais, que j'ai lus, que j'ai vus, dont je connais le travail. Je pense notamment évidemment à Carole Karemera, je pense à Dorcy Rugamba, je pense à Beata Umubi Meres. Et donc, au fond, c'est un pays que je ne connais pas, mais je connais des gens qui viennent de là et je connais les histoires qui ont été écrites par des Rwandais sur le Rwanda.
Ça ne suffit évidemment pas à dire que je connais le pays, mais ça me suffit à dire que je connais à travers la sensibilité de ces personnes-là une partie du Rwanda tel que ces personnes-là l'ont vécu et tentent de le retranscrire dans leur travail. Et ça m'a décidé. Je me suis dit que cette année, par exemple, je veux faire le maximum de rencontres possibles sur le continent africain parce que c'est important. Depuis l'attribution du prix Goncourt, je voyage beaucoup à travers le monde, beaucoup en Europe, en Amérique latine, en Asie, un peu en Afrique, mais j'aimerais faire un peu plus de rencontres ici. Et à chaque fois que l'occasion se présentera et que ce sera possible, je me déplacerai sur le continent africain parce que c'est important d'aller à la rencontre des lecteurs aussi du continent africain. Et j'aime la littérature rwandaise tout simplement et je me dis que les échanges que j'aurai ici seront féconds. Voilà, c'est pour ces raisons-là. Je vais peut-être vous informer qu'au Rwanda, il y a eu un grand Sénégalais qui s'est levé en 1994, un capitaine sénégalais. Quand les Nations Unies ont quitté le pays, les Nations Unies ont abandonné les Rwandais, lui s'est levé, il voulait arrêter tout ça. Il a perdu sa vie. Le capitaine Baïdiagne, puisque c'est de lui dont vous parlez, qui est aussi depuis quelques années, qui est une figure aussi au Sénégal. Mais je pense qu'il est paradoxalement beaucoup plus connu ici, parce qu'il a aussi fait un acte profond d'humanisme, de courage, de don de soi, de fraternité, tout à fait exemplaire. C'est vraiment un juste, comme on dit, c'est un héros, véritablement au sens le plus profond. Au Sénégal, depuis quelques années, on commence à mieux le connaître, on commence à parler de lui, parce qu'il est aussi exemplaire pour nous, et l'un de ces quelques ponts qu'il y a entre le Sénégal et le Rwanda. Mais peut-être que c'est lui vraiment la figure la plus forte de ce rapport-là. Après, il y a quelques autres des écrivains, par exemple, quelqu'un comme Boubacar Boris Diop, qui a écrit ce magnifique livre remarquable, le Mourambi, le livre des ossements, parle aussi beaucoup de ce capitaine Baïdiagne. Donc c'est vrai qu'à travers cette tragédie de 1994, il y a eu un certain nombre de figures sénégalaises qui se sont aussi rapprochées un tout petit peu du Rwanda, et c'est pour le mieux. Et j'espère que les échanges, les solidarités, culturellement, artistiquement, continueront entre ces deux pays-là. Et en tout cas, je me sens tout à fait fier, en tout cas, de venir du pays de Baïdiagne qui a laissé sa vie ici finalement, c'est-à-dire qui a fait de ce pays finalement son pays aussi, et de façon si forte, si belle, qui est un exemple et une leçon pour nous tous. Merci à vous, Mohamed Bougarsar. Je vous informe aussi qu'il y a une importante communauté sénégalaise ici. Comme moi j'ai eu le plaisir de visiter le Sénégal, il y a une grande communauté rwandaise aussi au Sénégal. Ce sont deux peuples qui se sont appréciés tout au long des années, même avant 90. Et donc nous vous souhaitons la bienvenue quand vous voulez au Rwanda. Eh bien, merci beaucoup. Donc, dans ces rencontres internationales du livre francophone, pour voir un peu la part des jeunes. Les jeunes sont nombreux à aimer la lecture et l'écriture. Ce qui a le plus égayé ces élèves lorsqu'ils ont visité le centre culturel franco-rwandais, et donc par là, en visitant également ces rencontres internationales du livre francophone. Ces élèves, c'est donc le concours de lecture J'aime lire, organisé par Bayard Press Afrique. À l'issue de ce concours, les élèves qui ont participé nous ont livré leurs impressions et surtout ce qu'ils pensent de la culture du livre initiée aux plus jeunes de leur tendre enfance. Je vous propose de le suivre. Apprendre à lire aux enfants, ça les aide beaucoup dans leur vie. Par exemple, ça les prévient de ne pas faire des accidents routiers. Par exemple, si une personne conduit et qu'on on lui indique d'arrêter, il va savoir que ça dit « ok, je vais m'arrêter ». Et ça va aussi les aider à des avantages nutritionnels. Ils vont savoir que ça c'est bien pour moi parce que c'est écrit que c'est bien pour moi, ou ça ce n'est pas bien pour moi. S'ils ne savent pas lire, ils n'en sauront rien.
Eh bien, c'est important parce que dans la vie, quand même, il y a des trucs, il y a des moments où il faut lire. On est plongé dans la lecture, donc en fait, c'est comme si on était dans un nouveau monde. Quand on lit un livre, genre, on vit des aventures. Quand tu lis des livres, tu vois, ça te procure de l'information. Souvent, tu peux t'amuser et aussi, tu peux apprendre beaucoup de trucs. Ça nous aide à gagner plein de connaissances très importantes qu'on ne pourrait pas apprendre partout. Et ça nous aide aussi à garder un côté très intellectuel en nous. On se retrouve dans ce qu'on lit. Ça nous donne la force de continuer dans ce qu'on fait. Ça nous donne l'espoir. Ça nous aide dans notre vie prochaine. Et ça nous aide à écrire des livres à notre tour. On lit des livres, on gagne de la connaissance, on enrichit notre langage. Lire des livres, ça nous aide à développer notre capacité à pouvoir savoir les choses, les mots. Ça nous aide à trouver un travail parce que de nos jours, beaucoup de travail. Pour avoir un travail, on doit d'abord connaître la langue. Ça nous aide à avoir beaucoup d'imagination, des inspirations, inspirer beaucoup de gens et ça nous aide à ouvrir notre mémoire. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie.